Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau journal. Voici les titres de ce début de semaine. À Sarralbe, on a ouvert grand les yeux et levé la tête vers le ciel pour la première édition de la Nuit des Étoiles. Ça y est, au conservatoire de Sarreguemines, la rentrée s'est faite en présentiel pour les élèves et les professeurs. L'école Créadis a fait sa rentrée comme tout le monde, mais a aussi déménagé pour plus grand. 7e édition du tir en campagne, 40 tireurs ont participé à l'épreuve au jardin des Faïenciers. Et sport toujours avec du football, en Régional 2, c'est une cruelle défaite pour l'AES face à Reil-Perdvillers. Et aujourd'hui, je serai également accompagnée de Marie-Morgane sur ce plateau qui, comme à son habitude, a fait un tour sur le web. Exactement, et je vais vous emmener en voyage aujourd'hui. On a déjà hâte. Et on va aussi vous faire découvrir une passion peu commune, celle des Rubik's Cube. Mais avant, retour sur les événements du week-end. Vendredi soir, les Sarralbigeois n'avaient pas la tête dans les nuages, mais bien dans les étoiles. La commune a organisé pour la première fois la Nuit des Étoiles, un rendez-vous gratuit qui a permis de découvrir les secrets de la nuit et de ses lumières. Reportage de Christelle Reviaco. Vendredi soir, c'était rendez-vous avec les étoiles au plus haut sommet de Sarralbe, à plus de 260 mètres au Knop. Mais avant toute chose, il y a une règle à respecter, pas de lumière dans le périmètre. Seule une lumière rouge est autorisée, elle est souvent utilisée en astronomie pour éviter l'éblouissement de l'œil. Une fois cette condition passée, l'observation peut commencer. Et tous les éléments étaient réunis pour qu'elle soit optimale. Un ciel dégagé, une météo au beau fixe, mais surtout des passionnés des astres. Une nouvelle activité proposée par la commune de Sarralbe. Ça fait partie d'un programme public sur toute l'année. Et on a souhaité intégrer Sarralbe sous les étoiles. 3 associations étaient présentes pour montrer les étoiles sous un nouveau jour. Une quinzaine de télescopes étaient mis à disposition par une vingtaine de passionnés. Les visiteurs ont eu la chance d'observer les planètes Jupiter et Saturne, mais également M13, un amas d'étoiles dans la constellation d'Hercule. Mais le meilleur moyen d'observer les étoiles reste à l'œil nu. Dès qu'il n'y a pas de nuages, dès que le ciel est découvert, dès qu'on n'a aucun nuage, vous regardez le ciel simplement avec votre œil, c'est le meilleur moyen de découvrir le ciel. Par contre, il faut apprendre à se repérer. D'où cette soirée Nuit des Étoiles. 200 personnes se sont déplacées pour l'événement qui a fait sensation auprès des visiteurs. On a regardé sur les télescopes et on voyait vraiment les satellites, on voyait plein de choses, c'était vraiment beau. Pour ceux qui l'auraient manqué, il reviendra l'année prochaine avec peut-être un concert en plus. Les amateurs de marche, quant à eux, se sont levés pour une bonne cause ce dimanche matin. L'association Les Bouchons de l'Espoir organisait sa marche annuelle à Roulin. Les promeneurs avaient le choix entre un parcours de 8 ou 10 km avec 3 € de participation demandée. Tous les bénéfices de cette marche seront reversés aux hôpitaux de Strasbourg, Metz et Nancy. Près de 350 personnes ont participé, une fréquentation en hausse par rapport à l'année dernière, malgré le pass sanitaire. Et après la rentrée des classes, c'est la rentrée des artistes. Samedi, les élèves ont fait leur retour au conservatoire de Sarreguemines. Après de longs mois de cours en visio à distance, ils se sont enfin retrouvés avec leurs professeurs. Des images de Christelle Reviaco. Ces pas de danse peuvent enfin se faire en présentiel. Les cours ont repris samedi au conservatoire de Sarreguemines pour le plaisir des élèves et du corps enseignant. Le cours de danse est celui qui a le plus souffert du distanciel. De nombreux élèves ont arrêté la discipline. L'année écoulée a été compliquée, mais les inscriptions pour l'année 2021-2022 ont repris de plus belle. Il semblerait qu'on a quand même pas mal de coups de téléphone, de demandes, de nouveaux, de personnes qu'on ne connaît pas. Il y a une liste d'attente pour certains instruments qui est assez fournie, raisonnablement, mais en général on arrive à caser tout le monde, mais bon, c'est plutôt porteur ça. Un peu moins de 600 élèves prennent des cours au conservatoire chaque année. Cette rentrée reste tout de même particulière. Les mesures contre le Covid sont toujours appliquées. Du gel est mis à disposition dans chaque salle et l'aération est obligatoire. Dans la mesure du possible, suivant les cours dispensés, le port du masque est obligatoire. Mais le pass n'est pas demandé, le conservatoire est considéré comme lié à l'éducation nationale. Une rentrée pas comme les autres, mais qui permet de se retrouver. Je crois que la rentrée d'aujourd'hui est très révélatrice de l'envie des gens de retrouver un contact réel avec la culture, tout simplement. En temps normal, cette journée de rentrée est dédiée au planning. Le conservatoire est rempli de familles avec leurs enfants qui viennent chercher un créneau horaire. Mais pour cette année, tout s'est déroulé par mail. Les couloirs du conservatoire étaient donc plus calmes pour cette rentrée. Et
Et à noter que les inscriptions pour les nouveaux élèves se font jusqu'à la fin du mois. Reprise aussi pour l'école Ecréadis pour la 4e fois. Après le tumulte de la rentrée, comme pour tous les autres établissements scolaires, eh bien, la structure a très vite mis la tête dans les cartons. Tout a été déménagé ce week-end. Explication dans ce reportage. Une quinzaine de personnes est à l'œuvre à l'école des faïenceries. L'étage de ce bâtiment va être investi par l'école Ecréadis. On déménage aujourd'hui parce que les locaux dans lesquels on était avant étaient trop petits. Et l'école s'agrandit tout doucement. On accueille 12 élèves là à la rentrée. Donc il nous fallait plus d'espace. 2 pièces de 60 mètres carrés avec un bureau, ce n'est pas rien. C'est presque 5 fois plus grand que les anciens locaux. Si la rentrée a déjà eu lieu, les élèves auront droit à une seconde rentrée aujourd'hui, même si tout ne sera pas tout à fait en place. Eh bien, elle sera encore un peu dans les cartons. Il y aura encore 1 ou 2 semaines de tâtonnement, mais voilà, les élèves, je pense, vont rapidement trouver leur marque ici. Ça va bien se passer, et puis voilà. L'école Ecréadis partage le bâtiment avec, au rez-de-chaussée, une classe de maternelle de l'IME et d'autres classes de l'école des faïenceries. Ce week-end, c'était aussi les journées européennes de la culture juive à Sarreguemines. Dimanche après-midi, les curieux ont pu découvrir le patrimoine culturel et historique du judaïsme. La thématique pour cette édition, le dialogue. On pouvait suivre un itinéraire sur les traces de la communauté juive et se rendre à la synagogue de la ville pour une visite des lieux. 2 autres événements sont à venir. La visite du cimetière israélite à Frauenberg. Ça sera le dimanche 19 septembre à 14h30 et un concert en octobre à l'auditorium du Casino de Sarreguemines. Pour retrouver toutes ces informations, direction le site internet de la ville. Et qui dit culture dit musique et concert. Le festival franco-allemand Euroclassique a démarré ce week-end à Beach, dans le pays de Beach, pardon. Au programme de ce premier rendez-vous, un concert de musique scandinave avec l'ensemble vocal Cisane. Un récit de David Ores. Écoutez. Des compositions d'artistes nordiques aux arrangements de chansons folkloriques, l'ensemble vocal Cisane, composé de 8 chanteuses, propose un mélange de différentes époques et différents styles des pays du Nord. Le spectacle, intitulé Nordisk, s'est invité samedi soir à l'église de Beach dans le cadre du festival Euroclassique. 7 autres dates sont prévues sur le territoire. Dimanche, ce sera à la salle socio-culturelle de Reerswiller avec l'ensemble de Lille. Pays de Beach encore avec le festival Les Récits du Dehors qui continue. Vendredi soir, c'est dans la forêt du Waldeck que s'est tenue une nouvelle séance de lecture en pleine nature et pas n'importe laquelle. Il s'agissait d'un des polars de Nicolas Turon. Rappelez-vous, l'auteur était en résidence au Pays de Beach avec Clément Paré au début de l'année et ils ont écrit 4 ouvrages sur nos communes dans le Beacherland. Morane Grandcola a assisté à la séance. Une volée de corbeaux jaillit de la forêt en poussant des croissements lugubres, avec l'air d'une bande de croque-morts en déroute. Dans l'Egelsart du Loup, voici un des 4 polars mosellans inspirés du Beacherland, coécrit par Nicolas Turon et Clément Paré. Dans le cadre du festival Les Récits du Dehors, une lecture en musique s'est tenue dans la forêt du Waldeck vendredi soir. L'histoire, un père de famille décide d'emmener sa femme et ses 2 enfants visiter la forêt du Waldeck et son château. Ce citadin veut faire découvrir ce bout de Moselle à sa famille, mais tout ne se passera pas comme prévu. La nuit tombe rapidement et le groupe tombe sur ce qu'il pense d'abord être un cadavre. Un homme allongé, grièvement blessé à la tête. C'est parti pour une course contre la montre contre un mystérieux tueur à travers la forêt. Un polar qui nous plonge dans l'univers et la mythologie de la forêt du Waldeck. Les polars mosellans sont à découvrir à la médiathèque communautaire Joseph Schaeffer ou à l'office de tourisme du Pays de Beach. Du marteau qui termine de fracasser le crâne dans un bruit sourd et spongieux. Et je le rappelle, au total, 4 polars sont inspirés de 4 communes donc, du Beacherland. Nous avons le test de Rohrbach, Coup de boule à Meisenthal dans l'Egelsart du Loup, mais aussi Volmyster à Volminster. D'ailleurs, c'est ce dernier livre qui a été lu au moulin d'Eschwiller. Regardez. 30 mars 1913. Volmyster à Volminster de Clément Paré, une nouvelle noire qui raconte l'histoire de meuniers installés au pays de la Schwalbe. Rencontrant des difficultés dans leurs exploitations, les convoitises des meuniers vont grandissantes et les poussent au meurtre. Une de ces
On ne demande pas de l'aide aux malins sans conséquence. Tôt ou tard, il devra en payer le prix. Mise en musique, la lecture de ce petit polar s'est tenue samedi dans le cadre naturel du moulin d'Eschviller. En tout, ce sont 4 histoires qui ont été écrites au Pays de Bitche et mises en vente dans les sites touristiques du territoire. Le festival Récits du dehors se poursuit jusqu'au 21 septembre. Et pour les personnes intéressées, sachez que ces nouvelles seront également disponibles en podcast la semaine prochaine sur l'application à Radio France. Il a ouvert ses portes le 22 août dernier. Installé dans un champ de maïs, le labyrinthe de la ferme du Kleinwald est accessible chaque week-end jusqu'au mois d'octobre, le 30 pour être plus précise. Ce dimanche, enfants et familles ont d'ailleurs tenté d'en résoudre les énigmes et bien sûr d'en sortir. La ferme accueillait également le marché des producteurs du Pays de Bitche avec une dizaine d'exposants connus pour leur production de crème glacée. Les frères Fuchs souhaitent à travers ces rendez-vous mettre en avant leurs autres produits comme la viande bovine. Et d'ailleurs, l'an dernier, le labyrinthe a attiré plus de 1600 personnes en 10 week-ends au total. Et décidément, nos athlètes brillent dans leurs disciplines respectives. C'est au tour de Michel Munch de décrocher une nouvelle médaille. Le coureur sarregueminois a décroché le titre hier de champion de France dans la catégorie athlète handisport debout lors du semi-marathon de Paris. Accompagné de son guide Tariq Schrauben, il a parcouru les 21 km en 1h22. En ligne de mire à présent, les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Il va d'ailleurs démarrer sa préparation pour décrocher sa place. Autre sport, cette fois-ci on vous parle de tir à l'arc. Les archers se sont à nouveau équipés à Sarreguemines pour une nouvelle édition du tir en campagne. Dans le cadre bucolique du jardin des Faïenciers, une quarantaine de tireurs étaient présents pour cette épreuve. Regardez. C'est la 7e édition de la compétition. Dimanche, la première compagnie d'arc de Sarreguemines a redécoré le jardin des Faïenciers. Balisage, dispositifs de sécurité et des cibles ont envahi les lieux. Il s'agit d'une épreuve de field, en français tir en campagne, qui est qualificative pour les championnats de France. En tir en campagne, c'est 24 cibles qui sont dans la nature et chaque archer doit faire les 24 cibles en tirant 3 flèches par cible. Il y a 4 sortes de blasons, chacun ayant une fourchette de distance différente, pouvant aller jusqu'à 60 mètres. Une fois le coup d'envoi donné, les archers commencent leur tournée et passent de cible en cible. La compétition dure toute la journée, de 9h30 à 15h. Dans ce parcours, sport, culture et patrimoine ne font plus qu'un. Je pense que c'est quasiment le plus petit tir en campagne qu'ils puissent faire dans l'Hexagone. Ça reste un rendez-vous incontournable puisque le site est sensationnel, quoi. On a des gens qui se sont déplacés de la Franche-Comté, région parisienne, l'Alsace et puis tout le Grand Est, quoi. Soit 46 tireurs issus de 20 clubs différents. 8 d'entre eux tirent pour la compagnie d'arc de Sarreguemines, un bon moyen de se remettre en condition pour cette première compétition de la saison. C'est la répétition des championnats de France par équipe de club, puisqu'on est qualifié pour les championnats de France qui vont avoir lieu à Neuilly-sur-Marne. Je suis capitaine d'équipe et je pars avec 3 archers. Les championnats de France auront lieu ce week-end. Le calendrier des compétitions affiche déjà complet. La saison de tir en salle démarre le mois prochain. Côté football, les championnats régionaux ont repris déjà depuis une dizaine de jours. L'AES, qui évolue en R2, a démarré avec une victoire face à l'équipe réserve de Forbach. Samedi, pour la 2e journée, ils recevaient les Alsaciens de Reipertswiller, favoris du groupe d'ailleurs. Retour sur la rencontre avec David Orès. Défaite 2-1 pour l'AES face à l'US Reipertswiller. Samedi, c'était la 2e journée de championnat en régional 2 groupe F. Les Beecherlaner jouaient à domicile, un match dont l'issue était inconnue jusqu'à la dernière minute. Très déçu forcément vu la fin de match. On voulait faire bonne image face au cadre du groupe qui joue clairement la montée. Et donc on s'est bien défendu, on était organisé, on a essayé de limiter les espaces et puis pourquoi pas essayer de les surprendre. Donc une fin de match cruelle, à la dernière minute on prend le 2-1. Voilà. En première mi-temps, les Alsaciens exercent un pressing écrasant et ouvrent le score très rapidement. L'AES tente de répondre mais reste timide dans les duels. Jusqu'à l'égalisation, un but qui aurait d'abord pu être un penalty. Malgré une dernière occasion de mener au score, ce sera un partout à la mi-temps.
se sont confiants que les Beacherlainers entament la seconde période, mais ils se font peur assez rapidement. Les deux équipes se craignent et restent vigilantes, pas de prise de risque, mais Reipertswiller veut les 3 points et finira par les obtenir, aussi le dernier but inscrit dans les arrêts de jeu. Score final 2-1, pour l'AES, l'objectif de la saison est clair, le maintien. On a énormément de difficultés à recruter des joueurs, on joue avec des garçons qui viennent des 3 villages, on essaye de mettre du cœur et d'être organisé et puis de se défendre comme on peut. Voilà. Rien n'est joué, la saison ne fait que commencer. Prochaine rencontre le 12 septembre à domicile face au FC Thionville. Et dans l'actu, il était aussi question d'une cérémonie en l'honneur d'une Sarregueminoise de 94 ans. Anne-Marie Béziers a reçu à cette occasion la médaille de la famille. Née Roubly, Anne-Marie a épousé Louis Béziers en 1947. De cette union sont nés 10 enfants qui à leur tour ont eu des descendants. Anne-Marie Béziers est donc heureuse de pouvoir compter à ses côtés sur 22 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Et en plus de s'occuper de sa famille, elle a exercé de nombreux métiers, une vie familiale et professionnelle très chargé, mais à cela s'ajoute un investissement dans le monde associatif, rien que ça. Et comme promis, c'est le moment de retrouver notre spécialiste du web pour la chronique du jour. La rentrée, c'était la semaine dernière, mais c'est bien de voyage dont tu vas nous parler aujourd'hui, Marie-Morgane. Exactement, et quand on rentre de vacances, on aime avoir des souvenirs. Alors on crée des albums photos où on partage des anecdotes avec nos proches, et certains vont encore plus loin et créent des blogs. Alors je pensais que les blogs, c'était un peu démodé avec les réseaux sociaux qui prennent de l'ampleur. Eh bien, détrompe-toi, il y en a même de plus en plus, et chacun avec son originalité. Alors pour les plus gourmands d'entre vous, et si vous aimez voyager tout en découvrant des spécialités culinaires, je vous conseille le blog Évasion Gourmande. Ça vous permettra de faire le tour du monde, de découvrir plein de recettes super originales. Je peux vous assurer que ça va éveiller vos papilles. Si vous souhaitez effectuer un voyage responsable, alors la direction, le blog Planète Addict. Il est tenu par Emma, qui est partie à la découverte de modes de vie alternatifs aux 4 coins du monde, et vous y découvrirez plein de conseils et des initiatives écologiques. J'ai une question pour toi maintenant, Uranie. Est-ce que tu serais prête à partir complètement à l'aventure et voyager en faisant du stop dans un pays que tu ne connais pas ? Je ne vais pas hésiter longtemps, non, ça me fait trop peur le stop. Et Astrid, elle, l'a fait et elle a traversé l'Afrique en stop, et elle est même allée plus loin dans son blog Histoire de Tongue. Elle raconte son tour du monde qu'elle a effectué pendant 7 ans. Son récit est vraiment très prenant. Et alors, ce sont des voyageurs un peu de toute la France que tu viens de citer. Est-ce qu'il y en a plus proche de chez nous, par exemple ? Exactement, il y a notamment Laetitia et Brice, ils viennent de Sarreguemines. Ils sont tous les deux passionnés de voyage, et depuis leur rencontre en 2015, ils ont plusieurs dizaines d'escapades à leur actif. Ils ont au départ toujours gardé pour eux leurs petits souvenirs, et en 2020, début 2020, ils ont décidé de partager leur expérience au plus grand nombre, et ils ont créé leur blog ilelvoyage.com. Et alors sur ce blog, on y trouve quoi exactement ? Alors l'originalité, c'est qu'on a à chaque fois vraiment le ressenti de Laetitia et de Brice. Ils utilisent constamment les pronoms il et elle. Ça permet d'avoir 2 avis complémentaires à chaque destination. Pour te donner un exemple, je vais te laisser choisir une destination. Ça va peut-être pas être très original, mais je dirais les États-Unis. Parfait, c'est parti. On peut le voir, ils ont retracé leur itinéraire complet. Donc c'était un road trip qui était prévu. Et on apprend qu'il, lui, a particulièrement aimé la visite de Minneapolis pour l'authenticité américaine. Et elle a beaucoup apprécié la visite du mémorial du 11 septembre. Alors là, on est aux États-Unis, à l'autre bout du monde. Mais il y a aussi des articles qui mettent en valeur notre région, notamment la Moselle ou les Vosges. Donc, est-ce qu'on peut trouver autre chose sur ce blog ? Oui, il y a par exemple des idées originales de souvenirs à ramener de voyage, des petits cadeaux, des idées de décoration originales, ou même des ingrédients à embarquer dans sa valise parce qu'on ne les trouve pas forcément chez nous. Et il y a aussi tout un article sur les passes. Alors je vous rassure, pas question de passe sanitaire ou de Covid, mais ce sont en fait les passes qui peuvent vous servir de titre de transport ou pour accéder à des lieux culturels par exemple. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler
Et ici, je vais vous laisser aller fouiller leur blog de fond en comble. Il y a vraiment plein de choses à y lire. Et ils ont aussi un compte Instagram où ils partagent leurs plus belles photos de voyage. D'ailleurs, si vous aussi, vous aimeriez partager vos souvenirs de voyage au plus grand monde, Instagram, c'est le réseau social idéal. Avec les bons hashtags, on peut toucher vraiment beaucoup de monde. Et pour nos téléspectateurs qui souhaitent, par exemple, aller plus loin, ouvrir leur propre blog, est-ce que tu as des conseils ? Oui, alors il y a plein de sites gratuits et très simples d'utilisation pour se lancer, comme Blogger, Tumblr ou encore WordPress. Et ensuite, direction YouTube pour trouver plein de tutos pour vous aider à vous lancer là-dedans. Si vous êtes plus à l'aise sur votre smartphone, il y a une application que je vous conseille, c'est Polarstep. Elle vous permet de détailler vraiment toutes les étapes de votre voyage. Vous pourrez y ajouter des photos et des liens, des lieux que vous avez visités, des restaurants où vous avez mangé par exemple. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à préparer votre valise et pensez à nous envoyer une carte postale. Et bien sûr, on se fera une joie de les lire, de les regarder. En plus, la météo de ces derniers jours nous donne plutôt envie de lézarder sur un transat. On va regarder si pour demain c'est la même chose. Voici les prévisions, à tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, vous l'avez peut-être vu hier soir ou entendu ce matin, un phénomène rare a pu être observé dans quelques villes de l'ouest de la France. Une météorite aurait traversé le ciel, suivi d'un bruit sourd comme une détonation. De nombreux témoins et caméras de surveillance ont pu capturer cet instant hors du commun. Pour le moment, aucun débris qui permettrait d'identifier ce phénomène n'a été retrouvé, affaire à suivre. Un événement qui aurait certainement été capturé par l'Observatoire de Sarreguemines s'il n'avait pas eu lieu en Bretagne. Mais d'ailleurs, avant d'en savoir plus sur ce qui s'est passé là-bas, on s'intéresse tout de suite à ce qui se passera demain par chez nous. On est parti sur une nouvelle vague de beau temps. Le ciel sera une nouvelle fois bien dégagé et le soleil est généreux. Les températures vont même remonter jusqu'à frôler les 30 degrés. Demain, nous fêtons les Reines et il fera jour de 6h56 à 20h02. Et vous, avez-vous déjà pu observer ce genre de phénomène ? Si oui, racontez-nous tout ça dans les commentaires sur Facebook. En attendant, passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Retrouvez une programmation vitaminée pour la saison culturelle à Sarreguemines dès le 24 septembre prochain. Au programme, une trentaine d'artistes français et internationaux, tels que Danny Briand, Lilywood and the Prick, Gaspard Proust, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Chollet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Billetterie à partir du mardi 14 septembre à 10h dans le hall de l'Hôtel de Ville ou directement en ligne. Programme complet à découvrir sur sarreguemines.fr. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Dès vendredi, retrouvez notre émission Polygone. Ce mois-ci, on parle justice. À l'amiable ou au tribunal, quelle justice de proximité sur notre territoire ? Autour de la table, vous trouverez notamment le procureur de la République de Sarreguemines. Ne manquez pas cette émission pour tout connaître de vos droits. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Alt & Keller, Sarreguemines. Une catastrophe nucléaire à Cattenom. Alors pas d'inquiétude, il s'agissait seulement d'un exercice, mais ce genre de situation peut arriver, alors mieux vaut être préparé. Suite à la catastrophe de Fukushima au Japon, eh bien la France a créé la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire. Alors à quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Réponse dans ce reportage de Jean Milon qui s'est mis en immersion lors d'un exercice grandeur nature à la centrale de Cattenom.
Équipier RP Civo de Farn LPR, je vais ramener des tenues ouvries au niveau du plug 3 LLS. Sous la tente de commandement de la force d'action rapide du nucléaire, c'est l'effervescence. Un séisme a touché la Lorraine. Les réacteurs 2 et 3 de la centrale de Cattenom sont compromis. Ici, c'est la zone où on commande l'organisation de cette logistique, donc de nos équipiers, de nos moyens matériels et humains, vers les différentes missions qui nous sont affectées par le site. Pour y répondre, 90 équipiers sont mobilisés avec une vingtaine de véhicules. L'organisation est millimétrée. Donc là, vous avez notre tableau de briefing qui m'a permis de faire le point avec mes équipiers sur les missions qui ont été lancées aujourd'hui sur le CNPE. Donc on retrouve effectivement des réalimentations en carburant du site isolé, puisque le site a besoin de fonctionner ses matériels. Problème, l'accès à la centrale par les routes est impossible. Toutes sont inondées à cause du séisme. Seule solution donc, la voie maritime. Un pont nautique est affrété. Je t'autorise à aller jusqu'à la rive d'en face et puis après de revenir. Cette barge permet de transporter le matériel d'une rive à une autre en cas d'inondation. On peut transporter tous les MRC, ELEC, air, eau, ELEC, électricité. Tous les MRC de la Farn peuvent aller sur la barge, sauf les véhicules. Plusieurs embarcations flottantes comme celle-ci peuvent donc être motorisées. Une fois de l'autre côté de la rive, il faut tout installer le plus rapidement possible. Cependant, les hommes de la Farn restent toujours sous l'autorité de la centrale. Pour les distinguer, alors rien de plus simple. Pour eux, le jaune. Pour les équipes de Cattenom, le rouge. Nous, la Farn, nous venons sur demande du site appuyer les équipes du site pour garantir cette continuité dans l'action et donc fourniture d'eau, d'air et d'électricité, et pour tenir dans la durée également d'amener du carburant pour faire alimenter l'ensemble des diesels qui vont tourner éventuellement pendant plusieurs jours. L'eau, l'air et l'électricité, les trois grands indispensables pour limiter les rejets. Après 2015 et 2017, c'est le troisième exercice grandeur nature de la Farn à Cattenom, le 49e au niveau national. Le plan s'est déroulé sans accroc. Soyez-en sûrs, ils seront prêts face aux situations les plus extrêmes. Et il y en a d'autres qui brillent par leur rapidité, notamment Mathieu, lorsqu'il résout ses Rubik's Cube. Vous savez, ce casse-tête popularisé dans les années 80, eh bien 50 ans après, il est toujours présent et Mathieu en a fait sa passion peu commune. Morane Grandcola l'a rencontré, regardez. Voici le célèbre Rubik's Cube. Il a été créé en 1974 par Erno Rubik, un inventeur, architecte, designer, professeur, ingénieur et mathématicien hongrois. Au départ, Erno Rubik a créé cet objet à des fins pédagogiques. Il a fabriqué ce petit cube pour intéresser ses étudiants à la géométrie en 3 dimensions. Très vite, il se rend compte que cet objet est un sérieux casse-tête et décide de le commercialiser avec le fabricant de jeux américain Ideal Toys. Le succès est immédiat et le Rubik's Cube est désormais connu dans le monde entier. Près de 50 ans plus tard, ce petit cube coloré à 3 faces est toujours présent dans les chaumières. Comme ici à Ambar, où Mathieu Pires, 30 ans, est un véritable passionné. Alors là, j'ai le Pyramix, où je peux bouger que les coins et le haut. Ensuite, j'ai le Megamix qui est composé de 12 faces. Ah. Et un 3x3 original. Voilà. Cette passion, Mathieu l'a découverte que très récemment, grâce à la plateforme YouTube. Un jour, j'ai regardé un YouTuber qui s'appelle Pierre Cross qui faisait un Rubik's Cube et ça m'a donné envie de le faire aussi. Le fait qu'on a beaucoup de possibilités pour le finir, de rapidité, de formules, de choix, on a beaucoup de choix. Et de voir le temps diminuer à force de s'entraîner. Et le temps est très important dans cette discipline, car oui, il existe des championnats de Rubik's Cube. Le record du monde en 3x3 est d'ailleurs détenu par Yu Chengdu, un Chinois, qui a terminé le casse-tête en 3 secondes 47. En novembre 2020, Juliette Sébastien, une jeune lyonnaise de 19 ans, s'est illustrée à la Red Bull Rubik's Cube World Cup féminine avec un chrono affichant 8,1 secondes. Le record de Mathieu, lui, avoisine les 20 secondes, preuve à l'appui. Le Rubik's Cube est un objet étonnant qui traverse les époques sans prendre une seule ride. Les records du monde sont tous plus incroyables les uns que les autres, et si vous n'y arrivez pas la première fois, pas de panique,
Dites-vous que son propre inventeur a mis 1 mois pour résoudre son propre casse-tête. Et pour améliorer votre technique, comme Mathieu, direction les tutos sur le web. D'ailleurs, tant que vous serez sur Internet, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site pour revoir nos reportages et nos émissions, mais aussi les partager. C'est la fin de ce journal. À très vite.